Bienvenue pour ce webinaire consacré à la fermeture du cuivre et du RTC. Mon nom c'est Bernard Dupré, je suis le président de l'AFUT, qui est l'Association française des utilisateurs des télécommunications. Et je suis très heureux d'assurer l'introduction de ce webinaire qui est consacré, comme je vous disais, à la fermeture du cuivre et du RTC, car oui, le réseau historique téléphonique qui supporte également l'accès Internet par la DSL va fermer après plus de 50 ans de bons et loyaux services. Il est d'ailleurs déjà fermé ici ou là à titre expérimental et il est même fermé assez massivement commercialement. Il n'est plus possible partout en France d'ouvrir des lignes ADSL. Il y a un certain nombre des lignes qui sont déjà fermées commercialement. Alors, avant de vous présenter les intervenants qui vont prendre la parole pour vous présenter ce sujet, je voulais remercier France NUM, qui nous a fait confiance pour initier ce programme de sensibilisation à la fermeture du cuivre. Et France NUM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme gouvernementale qui est en charge d'accompagner et de soutenir les TPE-PME dans leur transformation numérique. Et donc, c'était tout à fait naturel pour nous. Évidemment, c'est le lieu parfait pour vous parler de ce sujet ce soir, car je ne le dirai jamais assez, la transformation numérique des entreprises, elle commence par une bonne connectivité fixe et mobile. Donc, on va vous en parler ce soir, à la fois de la fermeture du cuivre, mais aussi comment opter pour des abonnements et finalement des services à très haut débit, qu'ils soient fixes ou mobiles, en fibre et en solutions alternatives. On va donc avoir le plaisir d'avoir trois intervenants experts et indépendants sur ce sujet. Donc Samir Elal, qui est chargé de mission au réseau fixe à la Direction générale des entreprises. Jean-Baptiste Benoît, qui est chargé de mission unité marché entreprise à l'ARCEP. Et puis Marion Aquino, qui est fondatrice de la société Emma Solutions et qui est également vice-présidente de la FUT. Voilà, alors je suis désolé pour ma part, parce que j'aurais eu le plaisir de me présenter également en vignette vidéo, mais malheureusement, j'ai une panne de ma caméra ce soir. En tout cas, les trois intervenants, vous les voyez à l'écran, ils vont prendre la parole successivement. Avant de commencer, et on va commencer tout de suite après, on voulait faire un petit peu plus connaissance avec vous. Et donc, il y a le sondage, on voulait vous demander un peu de nous dire qui vous êtes. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne démarre pas non plus ce sondage, mais on va regarder pour le publier. Bon, je vais regarder pour le publier. Juste après, on essaiera de faire un peu plus connaissance avec vous. Mais on va sans tarder, je vais passer la parole donc à Samir pour vous présenter déjà un petit peu le pourquoi, le comment de cette fermeture du cuivre. Merci beaucoup Bernard. Alors aujourd'hui on va fonctionner en plusieurs temps. D'abord on va vous parler de la fermeture du réseau cuivre, qu'est-ce que c'est, ses raisons, son déroulement, ses acteurs également. Et puis ensuite on va vous proposer un petit tutoriel très simple pour migrer vers le très haut débit. Donc si on a encore recours au réseau cuivre, comment passer soit à la fibre optique, soit à d'autres technologies.
Ensuite, Marion Aquino pourra vous parler de son expérience sur cette fermeture. Et enfin, c'est Bernard qui reprendra la parole pour vous donner quelques petits conseils et quelques points de vigilance que la fuite a pu révéler. Donc sans plus attendre, on va passer à la présentation de la fermeture du réseau cuivre. Et d'abord, en commençant par vous expliquer en quoi ça consiste. Donc le réseau cuivre, un certain nombre d'entre vous le savent, un certain nombre d'entre vous, je vois dans les participants, sont même d'Orange. Donc le réseau cuivre, c'est ce réseau qui a été déployé par l'opérateur historique, comme le disait Bernard, depuis maintenant 40-50 ans, et qui sert à apporter à tout le monde, que ce soit des particuliers, des professionnels, mais aussi des collectivités et autres, des services téléphoniques, premièrement. Donc c'était le premier but de ce réseau. Et puis, depuis les années 90, Internet via la technologie ADSL et puis ensuite via d'autres technologies qui sont arrivées, le VDSL, SDSL, etc. Le réseau cuivre, donc, il sert à l'Internet, à la téléphonie, mais il sert aussi à un certain nombre d'autres usages. Par exemple, pour les standards téléphoniques, donc c'est un peu lié à la téléphonie, mais ça fonctionne pas exactement pareil. Ça fonctionne pas grâce à cette prise en T que vous connaissez peut-être déjà. Et il sert également à plein d'usages vraiment variés, que ce soit des téléalarmes, par exemple pour l'appel d'urgence des ascenseurs, de la télérelève, de la commande à distance, voilà, des dispositifs divers et variés qui il va falloir identifier pour savoir si on a encore recours au cuivre. Donc voilà. Donc ce réseau, Orange, qui en est le propriétaire, donc propriétaire de l'infrastructure en tant qu'ancien opérateur possédé par l'État, qui est ensuite devenu privé, mais qui est l'opérateur historique. Donc Orange a la main sur ce réseau et décide de le fermer pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce réseau il est vieillissant et donc il permet plus une qualité de service suffisante pour les abonnés, que ce soit au niveau des débits qu'il permet, ça je vous en parlais juste après, mais aussi de la maintenance qu'il requiert parce que les installations sont anciennes et nécessitent beaucoup de maintenance. Deuxièmement, il y a un énorme sujet de consommation d'énergie et le réseau en cuivre, en fait, il consomme énormément d'énergie pour fonctionner et 4 fois plus, par exemple, que la fibre optique. Et donc, troisième raison, c'est cette fibre optique, ces déploiements qui ont lieu depuis un peu plus de 10 ans maintenant, d'un réseau national en fibre optique qui vient remplacer petit à petit ce réseau cuivre et qui fournit des débits beaucoup plus adaptés aux usages qu'on peut avoir maintenant. Donc voilà, toutes ces raisons ont poussé Orange à décider de fermer son réseau. Comme le disait Bernard, ça a déjà commencé à certains endroits et ça va se poursuivre jusqu'à 2030, jusqu'à la fermeture complète de tous les locaux, de tous les logements, donc, mais aussi les locaux professionnels, etc., qui ont recours au réseau cuivre. Je laisserai Jean-Baptiste de l'ARCEP vous expliquer plus précisément comment ça va se passer. Et enfin, petit disclaimer quand même, tous les abonnés sont concernés, pas seulement ceux qui ont un abonnement Orange. Ça semble évident. Orange donc possède le réseau, mais via le dégroupage ou d'autres manières, peut vendre des abonnements à d'autres opérateurs qui sont ensuite vos interlocuteurs pour l'ADSL et le téléphone. Donc voilà, tout le monde, in fine, sera concerné. En 2030, le réseau fermera complètement. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, je vais peut-être vous parler du réseau en fibre optique, du très haut débit en général, et de pourquoi, en fait, c'est une bonne chose, pourquoi c'est une bonne occasion, cette fermeture du réseau cuivre, pour passer à la fibre optique. Donc la fibre optique, comme vous le savez, c'est un réseau moderne, et il permet donc des débits beaucoup plus élevés que l'ancien réseau en fil de cuivre. La fibre optique, ça permet des débits en général supérieur à 100 mégabits par seconde, sachant que le très haut débit, c'est ce qu'on appelle le très haut débit, pardon, c'est ce qui commence à 30 mégabits par seconde. Là où la DSL, par exemple, pour les particuliers, c'est un peu différent pour les entreprises, allait entre 2, 8, voire 16 mégabits par seconde, 30 mégabits pour ceux qui avaient la chance d'être proches de la centrale, parce qu'en fait, c'est le réseau cuivre, qui a un signal qui s'atténue plus on est loin du cœur, de l'appareil actif. Donc la fibre optique n'a pas ce problème-là, et on peut être à plusieurs kilomètres des appareils actifs de l'opérateur et avoir exactement le même débit. Et donc, je vous le disais, cette fibre optique et ces réseaux, on va dire, actuels ou du futur, permettent des nouveaux usages et surtout des usages simultanés. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience chez vous, mais
faire de la visioconférence avec beaucoup de gens, partager des fichiers, etc. sur une connexion ADSL, ça peut être compliqué. C'est un peu moins compliqué sur les connexions dont disposent les entreprises en VDSL, mais ça reste quand même assez limité, surtout quand on est beaucoup dessus. Et avec les nouveaux usages que sont le télétravail, que sont aussi les logiciels dans le cloud, les logiciels SaaS, ou tout simplement le streaming, enfin voilà, tous ces usages qui ont commencé à se développer de plus en plus dans les entreprises depuis maintenant une dizaine d'années, on voit vite les limites du réseau en fil de cuivre, d'où la nécessité donc de passer à un réseau comme la fibre optique ou d'autres technologies dont on vous parlera plus tard. Voilà. Donc on en est on est bien avancé dans le déploiement de la fibre optique en France par rapport à nos voisins européens. On en est à 84, maintenant peut-être un peu plus, de locaux qui sont raccordés, qui sont raccordables, pardon. Et donc, il ne reste plus qu'aux entreprises, mais aussi aux particuliers, de souscrire un abonnement pour ensuite être effectivement raccordé. Mais on vous dira tout ce que ça implique un peu plus tard et comment faire. Sans plus tarder, donc, je vais passer la parole à Jean-Baptiste de l'ARCEP qui va vous expliquer comment se passe la fermeture et ce que l'ARCEP fait dans ce cas. Oui, donc bonjour à tous. Donc l'idée de cette partie, c'était en 2 diapositives de présenter un petit peu donc, le cadre réglementaire et le rôle de l'ARCEP dans le cadre de cette fermeture. Et de commencer par distinguer le rôle d'Orange, qui est, comme l'a dit Samir, le propriétaire du réseau, et c'est lui qui va piloter la fermeture du cuivre, du rôle de l'ARCEP, donc qui est l'autorité indépendante, administrative indépendante, qui elle va encadrer la fermeture pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le marché et en particulier pour l'utilisateur final. Donc ce qu'on entend par là, en fait, l'idée, c'est que dans les réseaux de nouvelle génération, l'ARCEP va imposer des obligations pour que ces derniers soient concurrentiels, qu'il y ait un certain nombre d'opérateurs qui puissent fournir des offres, et ainsi qu'il y ait un choix de migration pour le client final et qui puisse aussi faire jouer la concurrence aux besoins. Et donc concrètement, ça va se dérouler par l'ARCEP qui va imposer à Orange des conditions préalables à la fermeture du cuivre. Et quand je dis qui va, mais en fait c'est qui a imposé à Orange des conditions préalables à la fermeture du cuivre. On a Orange, typiquement, qui détermine une liste de communes candidates, et sur ces communes, l'ARCEP va vérifier qu'il y a un certain nombre de critères remplis pour qu'elles puissent fermer. Donc typiquement, si on prend un peu les principales obligations, on peut notamment parler des délais de préavis. En gros, c'est entre l'annonce de la fermeture par Orange et la fermeture effective de la commune, il va falloir qu'il y ait un délai de préavis suffisant pour que les opérateurs et que tous les acteurs du marché puissent anticiper cette fermeture et anticiper la migration des clients. De même, et c'est peut-être le cœur là, de la régulation sur la fermeture du cuivre, elle va imposer aussi des critères qu'il va falloir respecter pour que les communes puissent effectivement fermer. Donc c'est-à-dire que si ces critères ne sont pas remplis, la fermeture du cuivre va être repoussée. Donc parmi ces critères, il y en a un qui est, je pense, un peu le critère majeur, c'est qu'il faut qu'il y ait un réseau FTTH complet sur la zone. C'est-à-dire que si une commune veut ferme son réseau cuivre, il faut que sur cette zone concernée, le réseau FTTH soit complet. Le deuxième point qui est aussi important, c'est qu'il faut qu'il y ait des offres adaptées aux utilisateurs finaux. Et donc ça, c'est une catégorie de critères qui va regrouper plusieurs obligations, et notamment des obligations qui vont être spécifiques pour les entreprises. L'idée, ça va être que le réseau FTTH va devoir proposer des conditions qui vont permettre à un fournisseur d'accès à Internet, donc votre OC, le FAI, de venir vous proposer des services particuliers, des services spécifiques entreprises. Donc, dit comme ça peut être un peu obscur ou un peu pas forcément clair. Donc, je vais vous donner typiquement un exemple de critères spécifiques entreprises sur les offres. C'est que pour fermer une commune, il faut que sur le réseau FTTH, il y ait une offre avec une GTR 4 heures. Et donc, si cette offre n'est pas présente, on va devoir reporter la fermeture du cuivre. Et l'idée derrière, c'est que le FAI va pouvoir utiliser cette offre de GTR 4 heures pour proposer ses services de GTR à ses clients. Et le dernier point aussi, qui est un peu global mais qui est important, c'est l'ARCEP impose une transparence à Orange sur la tenue de son projet et notamment sur des éléments de calendrier. Donc potentiellement, c'est donc en diapositive suivante, où ce que prévoit Orange, en fait, c'est une fermeture du réseau cuivre qui se déroule progressivement, par zone et en 2 temps. Avec l'idée que quand on parle de zones, ce n'est pas forcément des zones géographiques avec département par département, mais on est plutôt
typiquement sur des poches qui vont être un peu, au début, dispersées sur le territoire. Et les deux temps qu'on parle, c'est d'une part la fermeture commerciale, qui consiste à l'arrêt de la vente de nouveaux abonnements, mais que par contre, les abonnements en vigueur vont être maintenus. Donc ça, c'est la fermeture commerciale. Et au plan national, Orange prévoit que toutes les lignes seront concernées d'ici à janvier 2026. Et donc, on met en avant la date de janvier 2026, mais il faut bien avoir en tête que c'est progressif, et donc beaucoup vont être concernés avant cette date-là. Janvier 2026, c'est le terme pour la fermeture commerciale. Et le deuxième temps, c'est la fermeture technique, où là, c'est plus la fermeture qu'on pense à une fermeture, c'est-à-dire que le réseau est éteint et il n'y a plus aucun service sur le cuivre. Et sur cette fermeture-là, au plan national, Orange y prévoit une fermeture d'ici à fin 2030. Donc sur la diapositive, là, vous avez deux graphiques justement qui reprennent un peu ces éléments. Ah, si tu peux rester, désolé. Ouais, c'est les deux graphiques un peu qui reprennent ces éléments, avec à gauche la fermeture commerciale, à droite la fermeture technique. Donc peut-être juste pour expliquer sans trop rentrer dans le détail, on les a séparés pour qu'il y ait une certaine clarté. Après, effectivement, si la fermeture commerciale ne peut pas avoir lieu après la fermeture technique, les délais peuvent se chevaucher. Mais le point important que je voulais montrer dans ces deux graphiques, c'est le petit encadré en rouge qui est présent dans les deux cas. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une fermeture effective, il faut forcément que les critères de fermeture soient remplis. Et donc notamment, c'est ce qu'on a évoqué, la présence de réseau FTTH complet et certains critères pour qu'il y ait des offres adaptées aux utilisateurs. Peut-être après, sur les diapositives suivantes. On voulait évoquer avec vous deux outils pédagogiques qui pourraient vous aider justement dans la migration de vos offres et dans le cadre donc, de cette fermeture du cuivre. Le premier, c'était concernant un guide pédagogique qui avait été publié en 2019 par l'ARCEP avec de nombreux partenaires qui sont représentés par leur logo à droite. Et ce guide avait vocation en fait à suivre un peu le parcours client d'un utilisateur qui allait signer un contrat d'accès. Et donc ça reprenait un peu les différentes étapes, et notamment ça expliquait voilà, typiquement quelles sont les offres, les technologies, les services, et quels sont les points de vigilance à avoir avant de signer le contrat, à vérifier après avoir signé le contrat, et typiquement en cas de contentieux, quelles étaient les possibilités d'action. Et donc ce guide est disponible sur le site de l'ARCEP en version PDF. Et le deuxième outil, donc c'est la fermeture. La FAQ, la foire aux questions, donc qui a été publiée récemment au début du mois et qui est une FAQ dédiée aux professionnels dans le cadre de la fermeture du cuivre. Donc avec des questions un peu générales et des éléments de réponse qui vous permettent d'avoir, voilà, en tout cas sur les questions qui nous sont le plus remontées, d'avoir des éléments de réponse au sujet de la fermeture du cuivre. Et donc là également, c'est quelque chose qui est disponible sur le site de l'ARCEP. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc juste pour résumer, vous l'avez entendu, la fermeture du cuivre, elle va se dérouler d'ici à 2030 par lot de communes, donc des lots successifs de communes un peu disséminés sur le territoire. C'est pas des plaques, c'est pas des grandes zones, ce sont vraiment des communes. Des fois, il y a quelques communes qui sont proches, mais voilà, ça concerne tout le territoire en même temps. Et à chaque fois, ça va se faire en deux temps, une fermeture commerciale et puis une fermeture technique. Voilà, d'ici à 2030, il y aura 7 lots de fermeture. Et le premier lot donc, a commencé, c'est-à-dire qu'il a fermé commercialement en janvier 2024 et sa fermeture technique aura lieu en janvier 2025. Et puis ensuite, à raison d'environ un lot par an, on arrivera jusqu'à 2030 avec des lots de plus en plus grands. Le premier lot, c'était 162 communes et 170 000 locaux. Et puis, on va monter en puissance. Et à la fin, les lots 5, 6, 7 feront environ 10 millions de locaux. Donc, ça va s'accélérer. Vous l'aurez compris, donc, l'ARCEP intervient, mais un certain nombre d'autres acteurs interviennent. Et Orange ne fait pas ça tout seul dans son coin. Et donc, c'est le moment de vous présenter les acteurs de ce chantier de fermeture du cuivre. Donc en premier lieu, on en a déjà bien parlé, il y a Orange, il y a l'ARCEP, dont l'action vient de vous être présentée par Jean-Baptiste, mais il y a également, et ça semble évident, les opérateurs d'infrastructures fibres, puisque l'un des critères principaux fixés par l'ARCEP, c'est la présence d'une infrastructure fibre alternative là où le cuivre va fermer. Il y a les élus locaux, évidemment, puisque eux sont en première ligne. On les contacte directement quand on choisit les lots de communes, quand on choisit les communes des lots,
Donc voilà, ils accompagnent la fermeture du cuivre au niveau communal, à la fois donc avec les acteurs qui sont mentionnés sur cette slide, mais avec Orange, mais également envers leurs administrés, puisque souvent ce sont eux qu'on va voir lorsque l'on a des questions. Les opérateurs commerciaux ensuite, donc ce sont ceux qui vous vendent des abonnements. C'est très important également, puisqu'il faut qu'ils soient prévenus suffisamment en amont, comme le disait Jean-Baptiste, pour qu'il y ait que soit assurée une bonne concurrence, et surtout que soient disponibles des offres qui sont effectivement adaptées aux besoins des clients finaux. Et puis enfin, avec le logo de la Marianne, ce sont tous les services de l'État qui sont représentés. Donc moi aujourd'hui, je représente la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, mais on a également, par exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui intervient. Et donc les services de l'État sont mobilisés pour garantir que cette fermeture se fasse dans les bonnes conditions et qu'elle se solde par une amélioration de la connectivité des Français qui passeront idéalement vers la fibre optique ou vers d'autres technologies, et pas que des gens se retrouvent sans Internet ou que des entreprises se retrouvent sans Internet. Donc il y a quelques points d'attention qui ont été particulièrement mis en avant par le gouvernement. Le premier, c'est la concertation, et donc vous voyez que tout ce beau monde se concerte. Ensuite, c'est que des offres en fibre optique soient disponibles, ça c'est un des critères de l'ARCEP, que les conditions tarifaires restent abordables pour les Français, ça concerne par exemple les particuliers, et le maintien d'offres de téléphonie seule, cette fois-ci, ça concerne pas non plus les entreprises, c'est vraiment pour les particuliers. Donc vous voyez que ce plan, il est national, c'est un plan qui a un immense impact sur les citoyens, quels qu'ils soient. Il y a encore environ entre 13 et 14 millions de lignes cuivre actives. Un certain nombre sont possédées par des entreprises, un certain nombre sont même oubliées par leurs propriétaires. Et donc, il y a vraiment un immense enjeu d'accompagnement des populations pour s'assurer que cette fermeture se passe bien. Et quoi de mieux pour s'assurer que la fermeture se passe bien que de vous expliquer donc comment faire pour passer au très haut débit. Et donc, on va proposer un tuto en 5 étapes pour réussir sa migration vers le très haut débit. La première étape, donc, quand une entreprise veut savoir comment faire face à cette fermeture du cuivre, c'est évidemment de savoir si elle est concernée. Donc, pour ce faire, il va falloir recenser, premièrement, les équipements qui sont reliés grâce au réseau cuivre. Ça peut être des box ou des modems Internet, quels qu'ils soient. Ça peut être des téléphones ou des standards téléphoniques qui fonctionneraient grâce au réseau téléphonique commuté, le RTC, ou bien, toujours grâce au RTC, tous ces dispositifs annexes dont je vous parlais, que ce soit des téléalarmes, de la télérelève, des fax, des terminaux de paiement, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de cas de figure d'équipements qui fonctionnent grâce au RTC. Donc il va d'abord falloir les recenser, et pour ce faire, je comprends que c'est assez compliqué, l'opérateur ou l'intégrateur de services qui a aidé l'entreprise à les déployer est évidemment là pour les assister. Et puis, ça semble évident, si toutes les lignes de l'entreprise, et j'insiste bien sur toutes les lignes de l'entreprise, utilisent déjà la fibre optique ou une autre technologie, eh bien, évidemment, elle n'est pas concernée par cette fermeture. Donc voilà, on a recensé nos équipements, on voit qu'on a un certain nombre de lignes qui fonctionnent encore grâce au réseau cuivre, donc l'entreprise est concernée. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, tout simplement, on va se renseigner pour savoir à quelle échéance on va être fermé. Pour ça, le gouvernement a publié un site d'information sur la fermeture du cuivre, trèshautdébit.gouv.fr. Je fais un petit aparté sur ce site, donc il propose des contenus sur la fermeture du cuivre à destination de tous les publics, que ce soit les particuliers, les entreprises, les élus, les collectivités. Et il propose en plus de ça un module de recherche qui permet, en entrant le nom de sa commune et son code postal, de savoir à quelle échéance elle sera concernée par la fermeture du cuivre. Donc, pour savoir si mon entreprise est concernée, tout simplement, j'entre son nom, j'entre le nom de la commune où elle se situe, et j'entre le nom de tous les sites de cette entreprise pour savoir à quelle échéance ce sera fermé. On a un petit exemple là, par exemple à Neuville-sur-Sarthe, l'arrêt des services sur le réseau cuivre, il est prévu au 31 janvier 2027. Donc il s'agit d'une commune du lot 2. Donc la date que vous voyez là, c'est la fermeture technique, c'est la fermeture totale du réseau.
Et c'est indiqué là, Jean-Baptiste en parlait, sous réserve du respect des critères fixés par l'Arcep. S'il devait ne pas être rempli, par exemple s'il n'y avait pas d'offre avec de la VTR 4 heures, eh bien cette fermeture serait reportée. Donc voilà, maintenant que je sais que mon entreprise est concernée, je sais à quelle échéance elle est concernée, eh ben, il va falloir migrer vers la fibre optique. Et pour ce faire, l'Arcep nous propose un super outil qui est maconnexion-internet.arcep.fr, dans lequel on peut voir si on est raccordable sur le réseau mutualisé en fibre optique. Donc on entre le nom de sa commune, son adresse, ça fonctionne un peu de la même manière, et puis si le point est bleu foncé, c'est que l'adresse est raccordée au réseau mutualisé en fibre optique. Et j'insiste bien sur mutualiser. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que les offres qui s'affichent dans l'encart sont des offres grand public. Donc cet outil ne permet que de savoir si on est raccordé au réseau mutualisé, donc pas si on est raccordé par exemple au réseau déployé en propre par un opérateur qui fournit des services que aux entreprises. Et les offres qui sont à gauche sont des offres grand public, donc elles ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Pour ce faire, pour savoir s'il y a des offres qui sont disponibles pour notre entreprise à son adresse, il n'y a pas de solution magique actuellement. Il faut faire des recherches, donc contacter son opérateur ou l'opérateur de son choix, et puis chercher sur Internet pour voir les offres qui sont disponibles. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que cet outil, Ma Connexion Internet, il est très utile, mais les offres qui sont mentionnées ne sont pas des offres entreprises. En cas particulier, donc je vous ai dit en introduction qu'il y avait entre 84 et 86% des locaux qui sont aujourd'hui considérés raccordables à la fibre optique. Les déploiements se poursuivent évidemment. L'objectif, l'ambition du gouvernement, c'est la généralisation de cette technologie à horizon 2025. Et donc, il y a un certain nombre de locaux qui aujourd'hui ne sont pas encore raccordés à la fibre optique. Pas d'inquiétude, parce que, comme les critères de l'Arcep l'indiquent, normalement, le réseau cuivre ne peut pas fermer s'il n'y a pas une infrastructure en fibre optique de substitution. Toutefois, il y a certaines exceptions, par exemple des refus de tiers ou des locaux particulièrement coûteux à raccorder. Donc c'est vraiment très rare. Les locaux coûteux à raccorder, c'est des locaux vraiment très éloignés, par exemple un refuge de montagne. Et un refus de tiers, c'est quand le propriétaire refuse l'installation de la fibre optique. Et donc, en général, une entreprise ne refuse pas l'installation de la fibre optique. Voilà. Il y a certains locaux, et ça c'est important de le préciser, qui ne sont pas concernés par les obligations de raccordement, par les obligations de déploiement des opérateurs. Il peut s'agir c'est des locaux techniques, donc il peut s'agir par exemple d'éoliennes, barrages, voilà, de locaux, donc il faudra soit les faire raccorder, organiser un raccordement ad hoc, ou alors utiliser des autres technologies. Et donc ces autres technologies, justement, elles peuvent venir aider les entreprises qui ne souhaiteraient pas attendre le déploiement de la fibre optique dans leur commune pour bénéficier d'une connexion très haut débit et des usages que ça permet. Et le gouvernement a proposé un dispositif qui s'appelle Cohésion numérique des territoires et qui vise justement à venir financer l'achat d'équipements qui permettent de recevoir donc des réseaux alternatifs très haut débit, par exemple le satellite, la 4G fixe ou le très haut débit radio. Et ce financement se fait à hauteur de 150 €. 600 €, c'est sur condition de ressources, mais en fait, du coup, vous comprenez que ça concerne les particuliers. Ce dispositif, il est ouvert donc à la fois aux particuliers et aux professionnels. Voilà, on vous a mis le lien du site de l'ANCT qui recense les offres disponibles, mais comprenez bien que les réseaux hertziens, s'ils peuvent amener du très haut débit, ne fournissent pas les mêmes services que la fibre optique. Évidemment, la fibre optique, c'est un réseau terrestre. Par exemple, la latence, il est très faible. Et voilà, si ça peut être adapté en attendant ou pour certains besoins particuliers, les technologies alternatives ne viendront pas remplacer la fibre optique dans la majorité des cas. Donc voilà, c'est tout pour cet aparté dans le cas où une entreprise ne serait pas encore éligible à la fibre optique, mais rassurez-vous, la plupart le sont déjà et les autres le seront bientôt. Mais donc, une fois qu'on a établi que l'on était éligible à la fibre optique, il s'agit ensuite de choisir son offre, et pour ça, je vais repasser la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu m'entends? Pas ton micro, Jean-Baptiste. Excusez-moi, le maître, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Excusez-moi. Donc effectivement, sur cette diapositive, on souhaite montrer la diversité des offres à entreprises, puisqu'effectivement,
Les entreprises elles-mêmes sont très diverses, en fonction de la taille ou du secteur d'activité, on va avoir des besoins très différents, et donc on va avoir des offres qui y répondent, qui sont également différentes. Donc, typiquement, sur ce graphique, on voit à gauche les offres qui sont grand public ou très proches de ceux qu'on pourrait appeler des offres grand public, donc sans forcément de GTR ni de débit garanti. Et à l'opposé, à droite, on a des accès qu'on appelle de haute qualité, avec souvent une GTR 4 heures, des débits garantis, et toute une panoplie de services additionnels qui peuvent venir s'y ajouter pour répondre à des besoins spécifiques. Et entre les deux, on va trouver différentes gammes intermédiaires, typiquement des offres avec, si on prend les aspects de GTR qui sont un petit peu les plus détaillés, on a le côté temps de réparation en semaine, puis de la GTI où on garantit juste l'intervention, la GTR 10 heures, GTR 4 heures, et puis de la sécurisation avec des accès redondants ou diversifiés. Le point cependant à avoir en tête, je pense ici, c'est vrai que contrairement au marché grand public, on a des offres assez homogènes et on va trouver facilement, on va dire, des offres de substitution. Les entreprises sont des offres qui sont très diversifiées, qui peuvent être très spécifiques. Et donc même si on parle d'offres de substitution, il faut comprendre quand même qu'on parle aussi de technologies différentes, avec des fois des acteurs différents. Il y a certains acteurs qui ne sont pas présents typiquement sur le réseau cuivre et qui vont être présents que sur la fibre. Et donc, si vous êtes sur cuivre, c'est des acteurs que vous connaissez pas, dont vous ne connaissez pas forcément l'offre. Et donc, c'est important d'anticiper cette fermeture du cuivre et de faire un peu le bilan des besoins et des usages pour savoir quelle offre de nouvelle génération va permettre de répondre à ces besoins. Et sachant, comme disait Samir, on passe sur des réseaux de nouvelle génération qui vont permettre aussi d'autres usages. Et donc, ça peut être cette opportunité de se demander quels usages n'étaient pas permis sur le cuivre et qui pourraient aujourd'hui être permis par ces réseaux de nouvelle génération. Et en diapositive suivante, en fait, c'est le message qui continue un peu dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'offres, mais aussi une diversité de solutions technologiques ou de gammes d'offres différentes, quels que soient les usages ou les grands thèmes qu'on va regarder. Donc, typiquement, là, si on prend ceux de la diapositive, on voit que sur le téléphonie fixe, où il y avait le RTC, depuis les années 2000, il y a la voix sur IP, mais récemment, il y a les solutions de collaboration qui se sont démocratisées et qui apportent aussi des nouveaux usages qui peuvent répondre à des nouveaux besoins. Sur les offres grand public et pro, où on était plutôt ADSL, VDSL, il y a les offres FTTH qui existent depuis une décennie, mais encore récemment, il y a les offres FTTH qu'on appelle FTTH+, donc c'est une appellation un petit peu du marché, c'est pas forcément toujours l'appellation commerciale, mais l'idée c'est d'avoir du FTTH avec une qualité de service renforcée légèrement supérieure. Donc c'est des offres qui sont apparues récemment, donc à peu près dans les années 2020, depuis 2020. Et pour les accès de haute qualité, donc pour les grandes entreprises, en tout cas quelque chose qu'on veut vraiment des services spécifiques, de la GTR 4 heures, etc., où on était sur cuivre plutôt sur des offres SDSL. On a les offres Blood qui existent depuis plusieurs décennies maintenant et qui vont continuer parce que c'est sur de l'infrafibre, mais on a aussi récemment des offres FTTE qui apportent également ce type de services et qui sont apparues alors assez récemment. Donc pour l'instant, c'est un peu des nouvelles offres, donc qui peuvent avoir des fois des tarifs un peu élevés, mais on peut espérer que c'est des offres qui vont se démocratiser et qui pourraient avoir, qui vont offrir une solution alternative et des fois à des tarifs plus cohérents. Mais malgré tout ça, on s'est assez concentré sur les aspects, notamment sur les offres Internet, sur l'infrastructure fibre, mais comme vous voyez à droite, il y a aussi d'autres technologies qui permettent de répondre à d'autres besoins, comme les faisceaux hertziens, la 4G et 5G fixe, THD radio et satellites. Et donc, on retrouve un petit peu ce même message que précédemment, c'est-à-dire qu'on a une diversité d'offres, on a une diversité de technologies. Et donc, c'est important d'anticiper cette fermeture du cuivre pour avoir faire ce bilan un peu de ses besoins et des usages de son entreprise pour savoir quelle est la meilleure solution pour dorénavant y répondre. Et je pointerai, juste pour finir, l'aspect que on a mis un petit peu en exergue la date de 2030, qui est la coupure du service cuivre, mais c'est important de bien comprendre que c'est progressif et donc on est déjà tous concernés par cette fermeture et donc il n'est pas trop tôt pour anticiper. Ouais, j'insiste aussi vraiment sur ce mot anticiper, c'est vraiment, je pense, le maître mot de ce webinaire. Anticiper, donc c'est à la fois anticiper le diagnostic du recours en cuivre, de la dépendance au cuivre de son entreprise, et également anticiper pour pouvoir ensuite planifier, choisir ses offres et organiser sa migration. Parce qu'organiser sa migration, effectivement, pour un particulier, c'est pas du tout comme pour une entreprise.
Moi, particulier, je veux passer à la fibre optique. Si mon logement est raccordable, eh bien, j'appelle un opérateur commercial. Il vient, la plupart du temps, il fait le raccordement en 30 minutes et voilà, j'ai la fibre optique. Pour une entreprise, il peut y avoir certaines choses à faire avant. Par exemple, des travaux de desserte interne. Donc, il s'agit de refibrer en fait l'intérieur de ces locaux et donc pour fibrer, pour relier tous les postes au réseau en fibre optique. Et ça, c'est l'entreprise qui doit le faire via l'entreprise de travaux de son choix. C'est possible que l'opérateur ou l'intégrateur propose de le faire, mais l'entreprise est libre de choisir celle de son choix. Donc ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Par contre, s'il y a des travaux qui doivent être faits sur le domaine public, jusqu'à la limite de la propriété privée, là, c'est l'opérateur d'infrastructure, donc l'opérateur qui est responsable de la construction du réseau sur la commune, qui doit s'en charger. Pour ce point, je vous renvoie vers le site. Donc, quand vous allez sur Ma Connexion Internet, le site de l'ARCEP, vous avez un petit onglet en haut à droite qui vous permet d'aller sur le site sœur de Ma Connexion Internet, qui est carte fibre, et qui permet donc de la même manière, en montrant son adresse, de voir qui est l'opérateur en charge de la construction du réseau. Et donc pour ces cas de travaux. Concernant les logements neufs, il y a un enjeu encore plus important d'anticipation, parce qu'en fait, il s'agit de prévenir cet opérateur d'infrastructure fibre que vous trouverez sur carte fibre pour lui signaler la construction du logement, de l'immeuble, du local en général, pour qu'il soit ajouté déjà dans les bases de données et qu'ensuite il puisse être déployé, donc que l'infrastructure fibre puisse être amenée jusqu'à ce local. Et enfin, dernière raison pour anticiper, c'est que évidemment, si tout le monde se réveille à la dernière minute, eh bien, les opérateurs, que ce soit d'infrastructures ou commerciaux, auront beaucoup de travail. Et évidemment, leur calendrier étant déjà chargé, ça pourrait retarder encore le déploiement, le raccordement, d'une entreprise. Donc voilà, pour le tutoriel. Je vais récapituler rapidement. Il s'agit dans un premier temps de faire le diagnostic de ce qu'on utilise et qui a encore besoin du réseau cuivre pour fonctionner. Ensuite, si on est concerné par cette fermeture, de se renseigner sur son échéance grâce au site hautdébit.gouv.fr et son module de recherche. Et ensuite, enfin, de choisir son offre, donc savoir déjà, une fois qu'on sait si on est éligible à la fibre optique, voir les offres qui sont disponibles et choisir l'offre la plus adaptée aux besoins de ces entreprises, qui peut nécessiter donc de faire un diagnostic des usages numériques, par exemple. Contacter l'opérateur de son choix ou l'intégrateur de son choix, et puis ensuite organiser, que ce soit les travaux de desserte interne, mais voilà, toutes les étapes qui pourraient être nécessaires avant d'être effectivement raccordé à la fibre optique. Bernard, je ne sais pas si tu as réussi à faire fonctionner le sondage, mais c'est peut-être le moment de le proposer à nos auditeurs. Oui, en tout cas, merci Samir et merci Jean-Baptiste pour cet ensemble d'informations à la fois très très complètes et aussi avec tous ces outils pédagogiques qui vous ont été présentés, qu'on vous invite à vraiment à utiliser pour savoir quand vous êtes concerné et puis comment migrer. Alors, effectivement, normalement, vous avez donc, on est assez nombreux ce soir, et donc vous n'avez pas la possibilité d'intervenir directement dans le webinaire, mais en revanche, vous avez deux outils d'interaction avec nous ce soir, donc le chat, et j'ai vu qu'il y a déjà un certain nombre de questionnements, et Marion qui va prendre la parole juste après, je pense, cherchera déjà à répondre à certaines de vos questions, mais sachez qu'il y aura une session de questions-réponses qu'on va essayer de se ménager à la fin de l'heure. On essaie de faire quelque chose de très court, hein, bien sûr. Vous pourrez nous recontacter pour avoir d'autres informations. Je pense notamment aux fédérations professionnelles hein, qui souhaiteraient qu'on aille directement auprès de leurs membres pour reproduire ce genre d'informations, éventuellement les compléter et les géolocaliser de façon plus précise. Voilà. Alors, normalement, vous avez donc deux onglets. Un onglet sondage, il y a déjà deux sondages normalement en ligne. Je ne les ai pas affichés directement, mais vous pouvez y répondre. Ça nous aidera à comprendre un peu
Comment vous abordez cette question? Est-ce que vous êtes déjà informé? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette fermeture ou pas? Est-ce que vous avez déjà migré vers la fibre? Ou est-ce que vous êtes en attente désespérée d'obtenir un raccordement dans les mois qui viennent, parce que la DSL vous suffit pas? Alors tout ça, eh bien, c'est Marion qui va prendre la parole maintenant, parce qu'on souhaitait vous apporter des témoignages de terrain à travers toutes les entreprises qu'elle peut rencontrer, dont certaines à travers lesquelles vous pourrez peut-être vous reconnaître. Voilà, Marion, je vais te céder la parole. Et puis encore une fois, on reviendra à la fin pour essayer de répondre à un maximum de questions. Merci, merci Bernard. Alors pour partir peut-être amener le témoignage, le mien, ceux des entreprises avec lesquelles je travaille. Je vais m'appuyer donc sur la chat. Il y a des questions par contre, Jean-Baptiste, Samir, je pense que ce serait bien peut-être que vous voyez vous notamment, il y a une personne qui est dans un village isolé où il y a des problèmes de fourreau, donc on leur demande des participations là sur ce domaine-là. Moi, je j'ai pas forcément toutes les bonnes informations. Donc sur les différents sujets qu'on a vus, il y a eu beaucoup de questions là sur l'usage effectivement des lignes analogiques, comment elles sont remplacées. Donc tout ce qui est téléalarme, ligne ascenseur, le problème, je voulais juste faire ce point-là, c'est que ça ne dépend pas de l'entreprise elle-même, ça dépend de ses prestataires. C'est-à-dire que c'est le prestataire ascensoriste qui va décider du moment où il change le système basé sur une ligne QRTC pour le passer sur du GSM ou de l'IP. Pareil sur les alarmes. Donc pour les entreprises qui ont des lignes dans ce cas-là, c'est avec vos fournisseurs qu'il faut voir ça, sachant, attention, que certains vont peut-être mettre un peu de temps à vous proposer des solutions alternatives parce qu'ils sont habitués à gagner un petit peu d'argent sur les appels qu'émettent les centrales de télésurveillance quand elles font leur appel pour voir si elles fonctionnent. Donc ils ont un peu du mal à lâcher le modèle commercial. À vous de solliciter voilà vos prestataires alarmes, ascenseurs pour leur demander de migrer les systèmes sur des nouvelles technologies. Dans l'usage effectivement des lignes RTC, donc qui est beaucoup discuté sur cette chat, c'est la ligne secours. Hein, donc la notion de la ligne secours, effectivement, la ligne analogique permet de passer des appels en cas de coupure de courant. Donc j'ai passé dans le chat le lien vers la nouvelle réglementation qui est encore rechangée en septembre 2023 avec une petite synthèse que j'ai fait. Donc, ce qui est accepté, c'est une ligne VoIP effectivement avec une batterie au moins d'1 heure ou de 6 heures pour les établissements de sommeil, c'est-à-dire les gens qui font de l'hôtellerie ou d'autres types d'activités dans lesquelles des gens peuvent dormir. Les lignes, il n'y a que les établissements de plus de 3000 personnes qui ont besoin d'avoir des lignes très spécifiques. Sinon, une ligne mobile fonctionne. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de débats là sur le fait que la ligne cuivre fonctionne même en cas de coupure de courant. Qu'est-ce qui peut se passer? Une panne de la fibre, ça va être quoi? Ça va souvent être un coup de pelle. Et un coup de pelle, il va arracher aussi la ligne cuivre analogique. Donc, dans tous les cas de figure, je pense que les bonnes pratiques pour l'entreprise, on en reparlera, on en a parlé déjà dans la chat, c'est quelle que soit la solution, d'avoir toujours une solution de backup, parce qu'il y a quand même peu de probabilité que deux choses tombent en même temps. Bon, là, en cas d'attaque, là, on peut se poser la question, on fera appel à la radio, mais voilà, les solutions, c'est avoir une solution, donc soit fibre, soit on verra les autres solutions qui sont disponibles, j'en parle dans 2 minutes, si pour les gens, les sociétés ou les endroits qui sont pas encore éligibles à la fibre, et une solution mobile, si possible, de backup, ou fibre 4G fixe, ou satellite, etc. Donc sur les offres disponibles, là encore, hein, je repars de la chat, donc beaucoup de débats quand la fibre n'est pas disponible. Je ne peux pour l'instant que vous renvoyer vers les sites effectivement qui viennent d'être mentionnés, ma connexion internet ou Carto Fibre, qui vont avoir l'avantage. Il faut bien choisir
il faut donner une adresse très précise, prendre celle qui est proposée d'ailleurs par le moteur, et vous aurez toutes les solutions qui sont disponibles à votre adresse, sachant que il y a des solutions de 4G fixes qui sont différentes des solutions de 4G. Ce sont des solutions qui sont proposées généralement par tous les opérateurs, là où mais qui ne proposent que si la fibre n'est pas encore disponible. Alors, la 4G fixe, ce sont quand même des box qui sont, c'est pas une même offre exactement qu'une 4G classique. Vous pouvez avoir des IP fixes et surtout les box, elles sont munies de connectiques qui permet de raccorder une antenne sur le toit. Donc, ça peut permettre de résoudre certains des problèmes dont qu'on a évoqués. Et pour ceux, et je comprends parce que effectivement le problème que rencontrent le plus fréquemment les entreprises en ce moment, c'est pas tellement d'être convaincu d'aller à la fibre, c'est de pas avoir la fibre encore disponible, alors que les besoins ont déjà largement dépassé ceux de la DSL. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas encore de fibre disponible? Voilà, ce site peut vous montrer les solutions alternatives, sachant que il y a des offres satellites qui se développent, qui se refondent. Il y a Starlink qui est disponible, mais il y a Nordnet aussi, et il y a d'autres nouvelles offres qui vont sortir. C'est vrai que pour l'instant, parfois, dans certaines zones, on n'a pas d'autre solution que de mixer les solutions et de sortir un petit peu du cadre pour trouver des solutions, parce que nos usages ont déjà largement dépassé les capacités de la DSL et que la fibre est pas forcément toujours disponible. Je pense que c'est un bon moment pour revoir effectivement déjà l'ensemble de son poste télécom, parce que ça peut permettre le passage à la fibre d'améliorer la qualité et de faire des économies. Maintenant, il faut toujours, surtout quand on est une entreprise, quelle qu'elle soit, même une entreprise d'une personne, prévoir une solution de backup fonctionnante. Effectivement, le plus gros risque avec la fibre, c'est le coup de pelle, les travaux, ou alors qu'on vous chip la ligne. Donc, il faut pouvoir assurer quand même une certaine continuité d'activité pendant cette période-là. Je vais vous donner un exemple, une petite entreprise qui a une trentaine de personnes, 6 personnes en administratif. Ils profitent d'un déménagement. Ils ont en ce moment, alors je vais être très technique, pardon, une SDSL 500K. Ils sont dans une zone industrielle de ma grande commune du sud de la France, et ils ont un ADSL. Ils sont déjà en voie sur IP, sans Trex, parce que comme l'a dit Bernard tout à l'heure, la voie sur ligne RTC, soit vous avez déjà des offres existantes et elles sont toujours soutenues, soit vous avez dû depuis 2019, puisque la commercialisation a cessé en 2018 et 2019. Si vous avez dû changer d'offre depuis 2019, vous êtes obligatoirement déjà passé à autre chose. Donc, dans le cas que je donnais, ils ont pour l'instant donc une SDSL 500K qui est dédiée à la voix sur IP, puisqu'ils ont 5 canaux voix 100 kg. Voilà. C'est du débit symétrique et garanti, et la DSL qui sert pour les usages autres. Et ils profitent d'un déménagement pour passer. Alors, ils ont de la chance, ils ont accès à une FTTH+, on va dire, donc ils vont passer sur une solution FTTH avec backup 4G. Donc là, on revoit complètement l'architecture, puisque là, la voix, bien évidemment, passera aussi par la fibre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les flux sont séparés, et la 4G servira uniquement pour le backup. L'opération, alors ça va leur amener bien évidemment un confort d'usage parce que la DSL en plus est assez limitée, et accessoirement ils réduisent les coûts de 50%. Donc voilà, le passage à la fibre, c'est aussi, ça peut être aussi l'occasion finalement de tout revoir pour justement profiter du budget qui va être libéré pour mettre en place. Nous, notre préconisation très forte, c'est des solutions de backup et de secours.
Voilà, je pense qu'on a, j'ai vu un petit peu tous les points dont on a parlé. Je vois pas d'autres questions. Je sais pas, par contre, si vous voulez répondre peut-être à la question, Samir ou Jean-Baptiste, là, sur la personne qui est dans le village isolé. Je vais juste reprendre le Pardon. fil de la présentation, parce que le temps passe vite. C'est vrai qu'on s'est donné 1 heure et je pense que c'est le format qui vous convient bien. Et encore une fois, allez sur les sites qu'on vous a présentés et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus de précision. Alors, déjà en synthèse, bon, il faut retenir plusieurs choses. Ce que disait Marion, et c'est vraiment très important, parce que c'est pas toujours ce qu'on entend sur le terrain, mais voilà, c'est passer à la fibre, changer de fournisseur, c'est pas forcément une opération qui est coûteuse et qui pose des problèmes, c'est au contraire une opportunité de revisiter tous ces besoins, puisqu'on est ici encore une fois sous l'ombrelle de France NUM. Je pense que vraiment, je dirai jamais assez, mais voilà, vous reposez ces questions-là de connectivité fixe et mobile. C'est aussi vous poser les questions de votre migration numérique. Vos besoins augmentent en termes d'usage de services numériques, et donc fatalement vos besoins en débit vont augmenter. C'est un peu le message que Marion aussi vous fait passer, et c'est ce que vous verrez dans les documents, ce que Samir a présenté également. C'est l'opportunité d'utiliser et Samir et Jean-Baptiste, cette offre qui est beaucoup plus, qui d'une certaine façon est plus riche que l'offre qu'on avait sur ADSL et qui n'est pas forcément plus chère. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que certains attendent avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée de la fibre jusqu'à eux, notamment si vous êtes éloigné des centraux, puisqu'en fait la DSL, un des avantages importants de la fibre, c'est que le débit reste élevé même quand on est situé à une certaine distance du central et du raccordement au réseau Internet. Et donc ça, c'est un vrai plus pour ceux qui avaient des ADSL relativement faiblards en fait. Voilà, encore une fois, répondez à nos sondages. Il y a un petit onglet en bas à droite. J'ai vu qu'il y avait déjà des réponses. J'ai vu que vous aviez déjà entendu parler pour la plupart de cette fermeture. Et c'est pourquoi je vous passe ce message. Vous en avez entendu parler. Eh bien, comme disait Samir, n'attendez pas, regardez, c'est l'opportunité de véritablement vous reposer les bonnes questions sur votre migration numérique. Je termine juste et puis on rejettera un coup d'œil au chat et aux questions. Juste quelques mots, Samir, on peut dérouler, mais je vais passer très vite sur les bonnes pratiques. Bon, Marion en a déjà parlé. Quand vous posez la question de migrer une liaison fibre, posez-vous quand même la question de vos besoins en service mobile. Pour 2 raisons. D'abord parce que il peut y avoir un mode secours intéressant qui est proposé en secourant une liaison fixe par une liaison mobile, si vous avez la chance d'être bien couvert en mobile, et aussi parce que les opérateurs parfois peuvent vous faire des offres remisées sur les contrats mobiles à partir du moment où vous leur prenez un contrat fixe. Et donc, si vous êtes amené à changer d'abonnement, c'est peut-être l'occasion de vous poser des questions sur vos contrats mobiles. Sachez que ce secours est réversible. C'est un message que à la flûte on repasse très souvent. C'est-à-dire que non seulement le mobile peut secourir le fixe, mais le fixe peut compléter et secourir le mobile. Si vous êtes en panne, si le relais mobile est en panne, eh bien, vous pouvez continuer à utiliser votre mobile grâce à la voix sur Wi-Fi. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser bien sûr pour l'accès Internet. C'est quelque chose que l'on fait habituellement sans se poser trop de questions. Vous savez que votre smartphone, vous pouvez aller sur Internet non seulement avec la 4G, 5G, mais aussi avec votre Wi-Fi.
mais vous pouvez aussi passer des communications vocales et du SMS. Et donc, c'est un petit message, encore une fois, qu'on passe à l'occasion de cette fermeture du cuivre pour dire, voilà, posez-vous des bonnes questions, il y a des nouveaux services qui existent, c'est l'occasion de les mettre en œuvre. Si vous êtes très mal couvert en mobile, eh bien, votre service fixe peut vous permettre d'étendre la couverture grâce au réseau fixe. Ensuite, l'autre message, alors je vais passer, voilà, c'est juste, on l'a déjà dit, mais alors le schéma n'est pas très clair ici, mais c'est juste pour dire qu'il y a une partie qu'on appelle privative. Et cette partie privative, en fait, elle est à votre charge, à la charge du client. Alors, la plupart du temps, quand on n'est pas très éloigné de la voie publique ou dans les immeubles en zone dense, en fait, ce raccordement final, il vous est offert, entre guillemets, donc il n'est pas gratuit, il est offert par l'opérateur au moment de l'abonnement. Mais il arrive un certain nombre de situations où il faut quand même déployer sur la partie privative, refaire un fourreau, faire des travaux. Et ça, ces travaux vont revenir à la charge de l'entreprise. Voilà. Et puis, dernier point de vigilance, évidemment, vérifier à quel moment votre contrat se termine pour faire la transition au bon moment. Faites attention aussi aux autres contrats que vous avez. Il n'y a pas que des contrats télécoms. Là, Marion vous l'a déjà dit, il n'y a pas que les acteurs des télécoms qui sont concernés, c'est aussi les intégrateurs de téléphonie avec lesquels vous avez peut-être des contrats. Vous avez peut-être des contrats pour les équipements téléphoniques. Bon, voilà, il faut vérifier que ça reste compatible, que les contrats sont compatibles au moment du changement, de la migration. Et c'est vrai pour les réseaux techniques, notamment les téléalarmes, etc., qui concernent des acteurs et des fournisseurs qui ne sont pas nécessairement les opérateurs. Voilà, il nous reste 2 minutes, je ne sais pas. Alors, il y avait des questions auxquelles Samir et Jean-Baptiste étaient peut-être mieux placés pour répondre sur les raccordements longs, les raccordements en zone difficile. C'était ça la question ? Oui, totalement. Alors moi, je découvre le chat car je présentais, mais je sais qu'il y a une question, par exemple, sur la dépose du cuivre. Alors, Orange va effectivement déposer le cuivre. Il y a des expérimentations qui ont été menées et qui sont encore menées sur ce sujet. Évidemment, le cuivre n'est déposé qu'après la fermeture d'une commune, voire la fermeture de toutes les communes alentours, puisque parfois le réseau dessert plusieurs communes en passant par une commune qui est déjà fermée, mais voilà, il y en a encore d'autres actives après. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sur le domaine public. Sur le domaine privé, les travaux sont encore en cours. Il y a aussi un travail qui est fait donc, pour préparer des communications pédagogiques sur comment ça va se passer. Mais donc voilà, à ce stade, comme il n'y a pas de fermeture d'un lot qui a déjà été faite, la dépose du cuivre est assez éloignée, et donc les travaux sont encore en cours, notamment côté Orange. Sur les déploiements en fibre optique, alors pour les locaux qui sont vraiment très éloignés ruraux, le gouvernement, l'État soutient ainsi que les collectivités financièrement le déploiement de la fibre dans certaines zones qu'on appelle les zones d'initiative publique. Donc c'est les zones en fait qui sont très peu denses et donc pas rentables pour un opérateur pour s'y aventurer seul. Et ce qui se passe donc, c'est que grâce à de la subvention publique et de la subvention de l'opérateur, un réseau d'initiatives publiques est créé et va déployer dans ces zones pour amener la fibre à tout le monde. Donc, le but, c'est vraiment que la fibre arrive partout sur le territoire, sauf dans les quelques cas que je vous ai mentionnés. On va peut-être pas fibrer le refuge du goûter sur le Mont Blanc, quoique, mais voilà, partout ailleurs, la fibre doit être généralisée à horizon 2025.
Et donc, même dans un village éloigné des zones denses, on aura la fibre in fine. Bien, merci Samir pour ces précisions. Voilà, encore une fois, une heure de webinaire, c'est assez court, mais je pense que on a commencé peut-être à vous brosser rapidement un peu le centre de la question. À l'écran, vous voyez s'afficher donc les sites sur lesquels vous avez des compléments d'information ou qui reviennent sur les informations qu'on vient de vous donner. Je pense que la présentation n'est pas directement téléchargeable là, depuis le site. Donc, on vous, si tout le monde est d'accord, on vous l'adressa soit en totalité, soit en partie. Et en tout cas, cette planche avec les sites cliquables, et vous pourrez donc continuer à vous informer sur ce sujet. Et avec les intervenants de ce soir et avec France Num, de toute façon, on va continuer à sensibiliser les entreprises sur ce sujet. C'est un énorme chantier. Hein. Il y a 42 millions de lignes cuivre actuellement. Il y en a un peu moins maintenant avec les premiers qui ont été fermés, mais donc c'est un gros chantier qui va se dérouler sur plusieurs années, mais encore une fois qui a déjà commencé. Retenez ça aussi. Pensez pas que c'est une affaire qui aura lieu dans plusieurs années. Hein. C'est quelque chose qui avance assez vite. Les nouveaux lots de fermeture sont assez denses. Et donc maintenant, ça va un peu s'accélérer. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre opérateur, auprès de vos installateurs si vous en avez, auprès de vos fournisseurs d'équipements techniques si vous en avez, de téléalarme, etc. Et voilà, et de revenir vers nous et les acteurs qui vous ont été présentés ce soir pour des compléments, soit réglementaires, soit techniques, soit sur la trajectoire de fermeture. Est-ce que chacun des intervenants veut dire juste un dernier mot et puis on va fermer la session? Peut-être pour commencer, donc je vous invite vraiment à visiter ce site trèshautdébit.gouv.fr qui reprend en fait tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, en plus du module de recherche pour savoir quand est-ce qu'on sera concerné. Il y a une page qui est dédiée aux entreprises sous forme de questions-réponses et donc qui aborde tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis aussi, et on l'a dit beaucoup de fois déjà, mais je vous invite à anticiper même si vous n'êtes pas encore concerné par un lot de fermeture. Moi, c'est vrai que je vais reprendre un peu les propos de Samir sur l'anticipation qui est importante dans ce cadre, et notamment renvoyer aussi vers les outils qui peuvent vous aider. J'avais cité le guide et la FAQ, qui peuvent apporter certaines réponses et permettre d'avoir cette anticipation pour avoir une bonne migration. Jean-Baptiste, il y a quelqu'un qui pose une question là sur quand un immeuble a été oublié, comment est-ce qu'ils peuvent contacter les opérateurs? Alors ils disent que quand c'est des DSP c'est simple, mais voilà, connaître à qui s'adresser, si c'est quel service de l'opérateur dans le cas d'Orange ou d'SFR qui est l'opérateur d'infrastructure. Est-ce qu'il y a voilà, Samir a répondu, c'est parfait. Merci. Désolé. Ok. Pas la réponse à moi. Merci beaucoup. Je voulais remercier donc sincèrement tous les intervenants parce que les conditions d'une soirée d'information sur un sujet parfois complexe en une heure, c'est un challenge, mais j'espère qu'on a relevé en partie. Et en tous les cas, on reste encore une fois tous disponibles. Comme on dispose bien sûr de vos contacts, on pourra revenir vers vous en tant que de besoin et vous parler de la suite du programme de sensibilisation sur ce sujet au sein de France Num notamment. Voilà, bonne soirée à tous
Merci pour votre attention. Et puis, bonne soirée, bonne Pâques, bon week-end de Pâques. Merci beaucoup. Merci.